Saga Egmont présente Hugel, le roi oublié, tome 1, La mort du roi. Écrit par Rémi Guisset. Lu par Olivier Lovero. Chapitre 1, Le colonel. Le colonel Volpi somnolait sur ce fauteuil trop confortable pour une digestion qui s'annonçait longue et apaisante. La sueur habituelle coulait le long de ses joues rondes, en s'immisçant entre le col et le cou rondelet et rose. Il faisait chaud en cette singulière journée d'été. Le Piémont, en cette année 1870, était secoué par des événements politiques qui changeront à tout jamais ce qui deviendra l'Italie. Le bruit du verre vide glissant le long du fauteuil et roulant sur le tapis bordeaux du restaurant préféré du colonel le réveilla en sursaut. Il ouvrit difficilement les paupières, silla nerveusement et se rassit convenablement un peu gêné de son attitude qu'il jugeait peu convenable pour un militaire de son rang. Fût-il à la retraite. La vie quotidienne de Volpi, maintenant qu'il n'avait plus de contraintes, se déroulait comme il l'avait toujours rêvé. De bons repas, souvent suivis d'une sieste, un tour au club d'anciens militaires en fin d'après-midi et le soir théâtre, opéra ou dîner entre anciens compagnons d'armes. Il était habitué à ce déroulement routinier, qui nuisait quand même un peu à sa ligne. Sujet à un léger embonpoint qui avait modifié son physique de jeune premier, svelte et charmant, il était devenu, à force de bonne chair et du manque d'exercice, un homme entre deux âges, à la silhouette ronde, ses cheveux blonds et bouclés, d'une longueur qui n'était plus réglementaire, complétait une allure bonhomme et somme toute sympathique. Il se releva doucement, réajusta sa veste militaire, son pantalon vert, ramassa le verre discrètement et se dirigea vers la sortie d'une allure souple et élégante. Le portier du restaurant le salua d'un geste familier dont seuls les habitués avaient le privilège. Sur le trottoir agité de Turin, en ce début d'après-midi, il héla un attelage découvert pour bénéficier du soleil revigorant. Arrivé devant son petit hôtel particulier situé dans une rue calme, il descendit la marche de l'attelage, glissa un billet au cocher qui faisait déjà claquer son fouet au-dessus de la tête noire de ses chevaux, fatigués par les rayons acerbes du soleil et les mouches insistantes qui les assaillaient. Son chapeau sous le bras, il poussa la porte en bois sombre de ce petit immeuble qu'il avait acheté dès qu'une mutation l'avait emmené dans cette capitale du nord de l'Italie, en construction. Guzzi, son majordome et ancien aide-de-camp, qu'il avait suivi lors de son départ à la retraite, prit son chapeau et lui dit « Monsieur a passé un bon début d'après-midi ?»« Très convenable, Guzzi, malgré la chaleur chez Martinelli. Je n'ai pas pu manger dans leur magnifique jardin. Il faisait très lourd dans la salle verte, mais bon, ne nous plaignons pas de ce beau temps. Après toutes ces pluies estivales du mois de juin. » répondit Volpi. « Oui, monsieur, vous allez vous reposer dans votre chambre, ou vous avez peut-être envie d'un rafraîchissement ?»« Non, je vais me reposer 1 heure. Réveille-moi pour 5 heures. Je dois passer au club voir Carminelli. » Volpi commençait à monter l'escalier qui mène aux chambres quand la clochette servant de sonnette tinta d'une manière insistante et énergique. Quand Guzzi ouvrit la porte, il trouva un coursier en habit rouge tout essoufflé. « Un pli urgent pour le colonel Volpi, à remettre en main propre !» Le jeune homme reprit sa respiration. « Je dois attendre les instructions du colonel et sa réponse. » Guzzi donna le pli au colonel, dont le front s'était plissé d'un coup. « Il s'est passé un événement grave pour qu'on m'envoie un télégramme, » pensa-t-il, en arrachant littéralement le message des mains de Guzzi. Volpi, dont le visage était maintenant blême, n'en croyait pas ses yeux. Écrit noir sur blanc, ce petit bout de papier lui annonçait la mort tragique de son père au cours d'un accident d'attelage. On réclamait sa présence immédiate. « Guzzi, un malheur est arrivé. Mon père est mort d'un accident. Il faut que nous partions pour le château Volpi au plus vite. »
Le colonel s'entendait dire cette phrase sans vraiment réaliser ce que cela signifiait tant le choc était rude. « Mes condoléances, monsieur, je m'occupe de tout !» rétorqua Guzzi, profondément surpris et attristé par la terrible nouvelle. « Quant à vous, jeune homme, je vais vous confier un pli, avec mes premières instructions pour le personnel du château Volpi. Veuillez patienter le temps que je le rédige. »« À votre service, colonel, mes sincères condoléances !» Volpi se dirigea vers le petit salon qui lui servait de bureau. Une pièce à l'éclairage tamisé, des murs aux tapisseries représentant des scènes militaires qui contrastaient avec le jaune pâle des rideaux épais des 2 grandes fenêtres qui montaient jusqu'au plafond. Le mobilier hétéroclite, ramené des différents cantonnements qui avaient égrené la carrière militaire du colonel, formait une ambiance baroque aux multiples origines géographiques. Il s'assit derrière le bureau en bois clair, se saisit d'une feuille de papier à son en-tête et commença à écrire ses directives. Il essuya la sueur qui s'insinuait le long de ses sourcils. Il eut du mal à rassembler ses idées, à construire des phrases correctes et dignes de son éducation. Pourtant habitué aux situations dramatiques où il fallait garder la froideur de l'esprit pour une efficacité optima, la brutalité de ce drame le déstabilisait comme jamais il ne l'avait été. « Il faut que je me reprenne, que je fasse preuve de courage et de dignité, comme père me l'a enseigné. » Lui qui paraissait comme un roc inébranlable ne l'était plus. Ce vulgaire bout de papier venu de si loin l'affirmait. Il fallait être fort et ne pas se laisser envahir par la douleur, être un Volpi, le dernier Volpi, puisque Gino Volpi, son père, n'était plus de ce monde. Perdu dans ses pensées, il n'avait pas entendu Guzzi entrer dans la pièce. « Monsieur, les bagages sont prêts. Y a-t-il autre chose dont nous aurons besoin ?» demanda Guzzi. « Oui, prépare nos armes. Les routes en ce moment ne sont pas sûres du tout. Mieux vaut être prudent. Tu as prévenu Gonze et sa calèche? Je préfère voyager avec lui. »« Il sera là d'un moment à l'autre. » Guzzi se retira pour rassembler tout le nécessaire à leur défense, comme durant toutes ces années d'aide de camp qui les avaient liés comme frères d'armes et contraints à une amitié dans le respect et la confiance. « Voilà, je vous laisse le soin de faire parvenir sans délai cette lettre au château Volpi, » dit-il au coursier. Volpi venait de réapparaître, un pli à la main, dans le hall où l'attendait le jeune garçon à l'habit rouge. La mine grave, il ne voulait rien laisser paraître du désarroi que cette terrible nouvelle avait provoqué en lui. D'un confort rustique, mais suffisant, la calèche roulait à vive allure. Le temps était compté, et le château à 1 jour de voiture attelée. Guzzi et le colonel Volpi n'avaient pas encore dit un mot depuis le départ. Dans la tête du colonel se mélangeaient des souvenirs d'enfance et des scènes de la vie courante au château Volpi en compagnie de son père. Ayant perdu sa mère de maladie, c'est une nourrice, Giulia, qui s'occupa de lui dès ses 6 ans. Une tendre femme d'une 40aine d'années qui fit de son mieux pour alléger la souffrance de ce petit garçon qui ne comprenait pas pourquoi sa mère n'était plus là. Son père, sans être homme d'armée, tenait à lui inculquer une discipline quasi militaire. Il apprit les langues anciennes qui semblaient une obsession paternelle, ainsi que l'histoire du Piémont jusqu'aux plus lointaines traces de civilisation de la région. Les paysages familiers semblaient aujourd'hui différents, comme étrangers. Le soleil de plomb pénétrait à l'intérieur de l'attelage par intermittence, au gré des changements de direction. Le colonel ferma un moment les paupières, alourdi par la chaleur. Il fut réveillé par une légère embardée et regarda par la fenêtre et vit un chariot arrêté au bord du chemin, empiétant sur le gravier blanc. Affairés autour d'une roue de leur véhicule, 2 moines levèrent la tête au passage de l'équipage de Volpi.
Chapitre 2. Au château. Enfin, apparurent les 2 piliers majestueux en pierre de taille du pont-levis extérieur du château. L'énorme bâtisse, comme sortie du temps, se dressait devant un soleil finissant, lui conférant des couleurs partant du gris au rouge jaunissant. L'épaisse porte en bois ouverte avala la calèche qui s'arrêta dans la cour de garde, devant le grand escalier où était réuni tout le personnel du château. Les mines affligées, tous ces braves gens qui avaient connu Gino Volpi comme maître des lieux, étaient là pour accueillir celui qui courait autrefois dans les méandres moyenâgeux de ce bâtiment ancestral à l'époque bienheureuse où la douceur familiale régnait, protégé par ses murailles centenaires et infranchissables. La première à s'avancer, comme toujours, fut Giulia, la nourrice du colonel, devenue au fil du temps la gouvernante du château. Elle y avait passé plus de temps que son père et lui-même. Elle régissait la vie quotidienne avec douceur et fermeté. Volpi et son père s'étaient abandonnés à son sens de l'organisation. Giulia prit Volpi dans ses bras rassurants, avec empathie et une douleur sincère, qui faillit faire jaillir des larmes au colonel. « Quel malheur! Quel drame! Il va falloir faire face et être fort, colonel. »« Oui, c'est si brutal, mais je prends sur moi. J'ai désormais une responsabilité envers vous tous et vis-à-vis de la mémoire de mon père. »« J'ai fait préparer ta chambre et celle de Goody. Le voyage a dû être fatigant, » dit Giulia, en montant les premières marches du grand escalier. En pénétrant dans le hall chargé de souvenirs, le colonel se sentit rassuré d'être chez lui, entouré de ceux qui avaient partagé toutes ces années au service de son père. Laissant Giulia pour quelques instants, il entra dans le bureau austère de son père. La hauteur des plafonds l'avait toujours impressionné, ainsi que l'absence de plâtre au mur, la pierre brute, ornée de tapisseries, dont il ne comprenait pas totalement les représentations, surtout celle qui se trouvait en face du bureau, très symbolique, scène énigmatique d'un couronnement royal d'un autre âge, une scène d'un faste ancien et disparu depuis longtemps. Il s'assit sur le fauteuil usé où son père passait des heures à lire, écrire et traiter ses affaires. Volpi ne pouvait entrer dans cette pièce qu'il voyait comme sacrée qu'à l'invitation exclusive de son père. Pour la première fois, il y était seul, et dorénavant maître des lieux. Une voix inconnue se faisant entendre dans le hall, Volpi leva les yeux, et le commissaire Ditriani entra, le chapeau à la main. Il se dirigea droit vers le bureau, la main tendue vers le colonel, qui se leva pour le saluer. « Commissaire Ditriani, chargé de l'enquête sur l'accident malheureux de votre père. Tout d'abord, mes condoléances, colonel. »« Merci, commissaire. Que pouvez-vous me dire sur les circonstances de cet accident ? » ?»« D'après mes premières investigations, c'est une sortie de route provoquée par la cassure d'un axe de roue. Ce qui peut s'expliquer par l'état des routes. Votre père est mort sur le coup. Il n'a pas souffert, mais je continue mes recherches pour ne rien laisser au hasard. » « Bien. J'ai décidé de rester au château pour un certain temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre enquête, moi-même et mon personnel sommes à votre disposition. »« Je vous en remercie. Je ferai en sorte d'être le plus discret possible, afin de ne pas déranger votre deuil. À tout hasard, votre père avait-il des ennemis connus ? Simple question pour évacuer des pistes inutiles. » »« À ma connaissance, non. Il a eu, bien sûr, comme tout le monde, des différends avec des voisins, des altercations politiques au vu de la situation de notre pays, mais rien qui pourrait justifier une vengeance aussi cruelle. Mon père a toujours été aimé et respecté dans le pays. Vous avez des soupçons ? Le moindre indice qui pourrait laisser croire à un acte malveillant ? Non, bien sûr, mais je me dois, par respect pour vous et votre père défunt, de ne négliger aucune indication ou direction qui permettrait de lever la moindre ambiguïté sur cet accident. Dernière question, et je vous laisserai. Savez-vous où se rendait votre père avant ce dramatique accident ? Je n'en ai aucune idée,
Mais je peux faire venir Julia, ma gouvernante, qui le sait sûrement. Volpi sortit du bureau, un peu perplexe par l'attitude du commissaire. Un accident est un accident. Pourquoi toutes ces questions? Lui cachait-il des éléments qui contrediraient la thèse de l'accident? Ou était-ce le simple zèle d'un fonctionnaire de police en mal de reconnaissance? Il lui faudrait approfondir la chose. Julia, voulez-vous venir dans le bureau, s'il vous plaît? Le commissaire a des questions à vous poser pour son enquête. Rien de bien important, mais il voudrait vous entendre, dit-il en ouvrant largement le battant de la porte. Bonjour, madame, commissaire Ditriani. Désolé de vous embêter dans un moment pareil. Je sais que vous étiez très lié avec le père du colonel. Ce ne sera pas long. Pouvez-vous me dire où se rendait M. Volpi le soir du drame? Un peu surprise par cette question, Julia s'expliqua. Monsieur Volpi a reçu en début d'après-midi un télégramme par coursier dont je ne connais pas le contenu. Il a aussitôt demandé à son cocher de préparer sa voiture. Il ne m'a pas informé de sa destination et il a emporté le pli avec lui. Je m'en rappelle très bien, car l'ayant fait tomber à terre, c'est moi qui l'ai ramassé, et il l'a aussitôt remis dans sa redingote. Monsieur Volpi n'était pas nerveux? Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal qui aurait pu attirer votre attention à ce moment? Non, rien d'anormal, si ce n'est qu'il a pris son pistolet, mais par les temps qui courent, les attaques de bandits sont fréquentes. Vous devez le savoir mieux que moi, commissaire. Certes, la prudence est de bons conseils sur nos routes. Bien. Je vous remercie de votre collaboration. Colonel, je vais me retirer et poursuivre mon enquête. Je dois aller inspecter le carrosse au village. Je vous tiendrai immédiatement au courant si j'apprends du nouveau. Madame, colonel, encore tout mon soutien dans cette épreuve. Le commissaire tourna les talons et se dirigea d'un pas alerte et décidé vers le perron. Il commençait à descendre les marches de l'escalier extérieur quand le colonel le rejoignit, d'un pas pressé. « Pardonnez-moi, commissaire, avez-vous retrouvé le pli que mon père avait sur lui? »« Eh bien non, mais je vais revérifier, c'était mon intention. Je vous ferai savoir ce qu'il en est. Ce n'est qu'un détail, mais il ne faut rien négliger. » Le commissaire passait déjà sous la grande porte d'enceinte du château. Le colonel était perplexe. Cet entretien l'avait troublé. D'abord ce pli, ce départ en urgence, et enfin la disparition du télégramme. Il en saurait plus quand le commissaire Ditriani aurait fini son enquête. Chapitre 3. Mademoiselle Brichetti. Dans la chaleur de ce soleil d'été, à la fraîcheur d'une des bibliothèques de l'université de Rome, la Sapienza, qui est en passe d'être détachée de l'Église pour devenir université italienne, le professeur Émilie Brichetti, jeune femme de 32 ans tout juste, et seule femme diplômée d'histoire antique, effectuant des recherches sur les langues et dialectes anciens pratiqués dans le Piémont, souffle un peu. Refermant un gros livre, plusieurs fois centenaire, elle s'apprête à quitter la fraîcheur et l'odeur agréable des vieux manuscrits pour se rendre dans son petit appartement non loin de là. Elle étire ses bras en décoiffant légèrement sa chevelure brune, ramassée en un chignon pratique et moins chaud. En se levant, elle réajuste sa jupe et son corsage, dont le dernier bouton a du mal à contenir sa poitrine abondante. Elle n'aimait pas ses vêtements de ville, ses robes corsetées, toutes ses entraves au mouvement, ses bottines aux lacets interminables, ses jupons qui donnaient chaud. Mais dans le cadre de ses études à Rome, elle n'avait pas le choix. Sa situation de femme dans ce milieu masculin l'obligeait à respecter des codes de morale et des codes vestimentaires très stricts. On ne pardonnerait pas à celle qu'on considérait comme une intruse le moindre écart sur la bienséance. Émilie préférait les tenues de campagne, pantalons, chemises larges et bottes, comme quand elle partait sur des fouilles archéologiques où le côté bonne société et habillement imposé n'avait pas lieu d'être. Elle aimait ces espaces plus libres, où les convenances se devaient d'être relâchées à cause des contraintes du terrain et des conditions précaires des campements de fouilles.
Au moment où elle sortait de l'immense salle fraîche, embarrassée de ses notes et cahiers, elle entendit son prénom. C'était Riccardo Della Piero. « Émilie, vous partez bientôt aujourd'hui ?» « Ah bonjour, oui, je vais continuer mes recherches chez moi. J'ai assez de documents et notes pour avancer. » « Voudriez-vous m'accompagner ce soir ? Un de mes amis organise une petite fête. Il y aura du beau monde historique. Certains ressemblent eux-mêmes à des antiquités. » « C'est gentil, » dit-elle avec un sourire étincelant, « mais j'ai du travail qui ne peut attendre. » « Une seule soirée. Depuis que vous êtes arrivé à Rome, vous ne vous êtes pas accordé un seul jour de liberté. Il faut se ménager un peu. » « Vous êtes adorable, mais franchement, je ne peux pas. » « Bon, j'aurais quand même essayé. À demain alors. »« Oui, à demain, cher confrère, et passez une bonne soirée. » « Elle ne sera pas aussi éblouissante qu'elle l'aurait été avec vous. »« Méchant flatteur, je suis ennuyeuse à mourir, vous ne ratez rien. » Émilie était maintenant dans le grand couloir qui distribuait les différentes salles ornées de magnifiques peintures et statues, rappelant sans aucun doute le passé ecclésiastique de l'édifice. Des colonnes de marbre blanc montaient jusqu'aux arches qui soutenaient les voûtes entrelacées de fresques bibliques. Au bout du couloir, elle emprunta le hall d'une décoration aussi fastueuse. Elle franchit la grande porte, richement décorée, pour se retrouver éblouie par l'éclat du jour. Une fois dehors, le soleil se mit à inventer des reflets légèrement roux dans ses cheveux, comme pour mieux attirer les yeux des passants sur cette belle jeune femme, un peu gênée par certains regards plus insistants que les autres. Elle arriva enfin devant le petit immeuble où se trouvait son appartement, un petit 2 pièces, une sacrée trouvaille pour une femme seule, travaillant de surcroît dans un métier réservé jusqu'alors aux hommes. La propriétaire, une petite femme pétillante et sans âge, l'avait adoptée de suite, séduite par son courage et sa détermination. Une fois dans l'intimité de son petit logement, elle se mit à l'aise et se plongea dans ses trouvailles du jour. Elle avait découvert dans un vieux grimoire le récit d'un érudit écrit dans une forme d'écriture qu'elle ne connaissait pas. Ces écrits, trouvés dans une ruine du Piémont, avaient aiguisé sa curiosité. Il n'y avait aucune date, aucune référence historique, juste quelques lignes au milieu d'un récit en latin, reproduite par un historien d'un autre temps. Elle eut beau chercher, elle ne trouvait aucune clé pour essayer de déchiffrer le texte. Cette ruine avait vraiment existé. Mais ce passage étrange du grimoire n'était-il qu'un canular conçu dans l'esprit espiègle d'un homme vivant il y a quelques siècles ? Elle avait beau tourner et retourner les lettres, les phrases de ce court texte, rien n'y faisait. Il y avait bien des caractères qui semblaient revenir dans un certain ordre, mais rien de concluant. Elle essaya toutes ses connaissances, des plus simples aux plus complexes, de gauche à droite, à l'envers, par transparence, sous forme de code, aucun résultat. Fatiguée, elle ouvrit en grand la fenêtre pour faire entrer l'air frais du soir qui commençait à envahir la ville harassée par la chaleur de la journée. Des senteurs diverses envahirent la pièce. Les odeurs des plantes et des humains se mélangeaient dans d'étranges effluves. Émilie, étendue sur le lit pour faire une pause bien méritée, son esprit ne pouvant se détacher de ses recherches, fit tourner ses différents essais, étape par étape. Elle avait certainement loupé un détail, quelque chose de déterminant. Elle ne s'avouait pas vaincue. Ce n'était qu'une partie remise. Vers 2 heures du matin, elle se réveilla en sursaut. Un chat amoureux vint miauler d'un son rauque sous sa fenêtre ouverte. Elle se servit un café noir pour se réveiller, ferma la fenêtre et se rassit devant son petit bureau submergé de papiers, de livres et d'autres objets d'étude. Relisant le texte, elle s'aperçut que sur un même ensemble de caractères, un surlignage revenait également, ce qui, dans beaucoup de langues, désignait un titre de noblesse ou même un nom royal. C'était le déclic qu'elle attendait.
l'étincelle. Vers 8 heures du matin, elle semblait à peu près sûre de la traduction du mystérieux texte. Et elle était stupéfaite de ce qu'il en ressortait. Il fallait qu'elle ait un autre avis pour être sûre de la véracité de sa trouvaille. Mais à qui, elle, femme professeure tout juste tolérée, pouvait-elle révéler sa découverte? On ne la prendrait pas au sérieux. Il était l'heure de donner son cours à ses élèves. Elle se prépara en coup de vent, et la voilà dans la fraîcheur du matin romain, la tête pleine d'enthousiasme, le corps et l'esprit excités d'adrénaline et du manque de sommeil. Le cours fini, elle se mit en quête de celui qui pourrait lui permettre d'aller plus loin dans ses investigations. Au bout du long couloir de l'université, elle reconnut une silhouette familière, courbée, mais marchant d'un pas sûr. Son ancien professeur Don Liccardo, c'était bien lui. Pressant le pas, elle vint à sa hauteur. « Professeur Liccardo, quel plaisir de vous voir ici !»« Émilie, toujours aussi belle et souriante. »« Comment se fait-il que vous soyez ici ?»« J'ai été appelé par le recteur pour un problème de droit. Depuis le projet de changement de tutelle de la Sapienza, il y a pas mal de points juridiques épineux, et comme je suis un des plus anciens de la maison, on m'a appelé pour donner mon avis, dont ils ne tiendront certainement pas compte, mais bon. Et toi, que deviens-tu ? Eh bien, je suis maintenant la seule femme professeure ici même, et ce, grâce à votre confiance et votre enseignement. Professeur, je voudrais vous parler d'une découverte que j'ai faite récemment. Et vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Votre jugement et vos connaissances ont toujours été infaillibles. Tu es bien gentil, mais je ne suis pas non plus infaillible, comme tu le dis. Mais de quoi s'agit-il ? Accompagnez-moi dans la salle d'études à côté. Je vous montrerai ce qui, j'en suis certaine, vous intéressera au plus haut point. Ce ne sera pas long. Je te suis. Les problèmes de droit peuvent bien attendre. La science passe avant. Et tu as aiguisé ma curiosité légendaire. Et ils pénétrèrent dans une salle de taille moyenne, assez bien éclairée par des lustres aux dizaines de bougies allumées, et flanquée de 2 rangées de bureaux en bois sombre se faisant face. Ils s'assirent au centre de la pièce, à l'abri des regards des étudiants qui n'avaient même pas remarqué leur arrivée, tant ils étaient absorbés par l'étude de leurs livres et documents. Émilie montra le texte et son travail de traduction à son ancien maître. Il scruta longuement le document, il n'en croyait pas ses yeux, relut plusieurs fois les lignes manuscrites et corrigea une seule note d'Émilie. Il lui passa la feuille sans rien dire. Il avait noté « Hugel, roi du Sud ». Chapitre 4. La découverte de Volpi. Le colonel s'étant levé tôt, plus par habitude que par envie, il descendit aux cuisines encore vides de la moindre âme, se servit un café et, oh, délice, découvrit des cornettos, un petit déjeuner comme il en avait pris des centaines dans cette même cuisine au temps de son enfance. Une fois restauré, il prit la direction du jardin qui se trouvait à l'arrière du château, un enchaînement de massifs floraux et des buissons tout aussi colorés les uns que les autres, un mariage des jaunes, rouges, mauves, en cet été chaud et humide de 1870. En se promenant le long des hauts murs recouverts par endroits d'un lierre présomptueux, il se rappela d'une porte que son père lui avait toujours interdit de franchir, prétextant qu'elle aboutissait à un endroit effondré et non sécurisé du château. Dissimulée derrière un massif d'un rouge vif du plus bel effet. Il dégagea la porte, non sans mal. Elle s'ouvrit avec un grincement, signe d'un oubli de plusieurs décennies. À sa grande surprise, il trouva à côté de la porte, à l'intérieur, un chandelier et un briquet à amadou posés sur une tablette incrustée dans la roche. Surpris de cette découverte, il alluma les bougies dont les flammes flottaient au gré des courants d'air. Une fois la lumière stabilisée, il commença à distinguer un escalier qui descendait sous le château, s'y engagea. Il n'en finissait pas de s'étirer.
tantôt en colimaçon, tantôt en volets égales, suivant la conformation de ce qui lui semblait être les fondations du château. Le type de construction changeait au fur et à mesure de sa descente. Au bout de cet escalier interminable, il arriva dans une sorte de salle d'armes poussiéreuse, et là se dressaient des armures étranges. Des armes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Des étendards aux armoiries qui lui parurent loufoques, et au centre, une table de bois massive, mais qui semblait plus récente. Vers le milieu de la table se trouvait un fauteuil éventré, orné de sculptures finement ciselées représentant des monstres tirés, pour sûr, des légendes anciennes, qui lui firent penser aux histoires extraordinaires que son père lui racontait le soir avant qu'il s'endorme. La grande table et le fauteuil étant les seuls meubles, il inspecta les armures d'une épaisseur et d'une grandeur inhumaine, quand un casque en particulier attira son attention. Il essaya de le dégager de son socle pour mieux l'observer. La pièce de métal, d'une lourdeur inattendue, lui résistant, quand tout à coup, un bruit mécanique et une poussière épaisse jaillirent du mur d'à côté. Les particules anciennes et abondantes piquaient les yeux du colonel, qui mit un moment à recouvrer la vue. Quelle fut sa surprise quand il aperçut au fur et à mesure que la poussière retombait une ouverture dans le mur, un passage secret. Il hésita un moment, puis, prenant sur lui, se décida à entrer dans la pièce d'où sortait une très forte odeur de vieille moisissure et d'humidité. Il avançait prudemment quand il l'aperçut. Un énorme trône où était assis la main sur une non moins grande épée, un squelette en armure, et sur la tête, non pas un casque, mais une couronne. Le colonel n'en croyait pas ses yeux. Qu'avait-il devant lui? Depuis toujours, il pensait avoir tout vu du château. Et il était là, devant ce vestige d'un autre temps, un ancêtre inconnu dans les caves de son château, avec armure, épée et couronne, comme si cet illustre personnage attendait la venue de Volpi du fond des âges. Le colonel était prostré. Il avait du mal à retrouver ses esprits tant la surprise était de taille. D'un geste machinal, il essuya la sueur de son front plissé comme jamais. Ce geste habituel le ramena à la vie. Il s'approcha de la colossale vision et remarqua les détails du trône sculpté. D'étranges signes alambiqués semblaient former une écriture énigmatique, comme des arabesques finement tracées dans le bois du siège imposant. S'approchant un peu plus, en dirigeant le chandelier devant lui, le cadavérique occupant de l'armure lui parut d'une grandeur peu commune. Là aussi, les ornements raffinés de sa cuirasse et de la couronne ne laissaient aucun doute sur la nature royale du mort, qui tenait encore une épée, elle aussi surdimensionnée, dans une main squelettique et blanche. La fascination pour ce roi mystérieux passé, il s'attarda sur le reste de la pièce. Son regard se posa alors sur un promontoire où se tenait fermé un livre aux dimensions plus qu'inhabituelles. Le colonel posa... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.